Bien, Champagne, soyez les bienvenus sur cette plateforme de la radio Kimonto, la radio de l'école d'éveil des consciences et d'initiation Kimonto. Nous nous retrouvons pour notre transmission sur les aventures mystérieuses de l'école Kimonto. Pour ce qui est de ce dimanche, nos histoires sont tirées d'Andou, les vieux pêcheurs et l'enfant du fleuve, conte du royaume Congo de Georges. Les mythes Congo millénaires du royaume Congo ont appris à ma mère, Mabonda, tout ce qu'elle avait besoin de savoir. Cette fois, ma mère, l'héritière de ces milliers de récits racontés par nos aïeux, est partie pour des bons. Sa tentative de construire un pont entre les Congo archaïques et les Congo d'aujourd'hui n'aura pas été vaine. Je lui rendrai compte dans une autre dimension de ce que j'ai fait, de ces légendes des eaux et des terres du Congo qu'elle m'avait confiées. Je lui dirai que les brillants artificiels du San Salvador, des mirages de Léopoldville et des éclats de Brazzaville, ainsi que jubilé d'or de leur indépendance, n'ont pu les tenir. Elle en fera fière. Elle en sera fière, j'en suis sûr. Le royaume Congo est surtout connu pour son histoire. Je vais vous les faire découvrir à travers ces contes, ces mythes peuplés d'êtres immatériels. Aujourd'hui, on a de l'animal, une image altérée de ce qu'il était réellement à l'époque de nos ancêtres. Il est un devoir pour nous qui vivions dans cette partie des plus mystérieuses de la planète de savoir, de comprendre les relations que les minéraux, les végétaux, les animaux et les hommes entretenaient dans les temps anciens. Entre la culture des missionnaires, des colonisateurs et celle du Congo se dressent des milliers de dieux, de mythes qui rattachent ces livres aux relations, aux traditions congolaises et semblent présenter pour certains un intérêt plutôt ethnologique. Mais pour nous, ces tests sont fondateurs. Ils se déroulent sur le territoire des provinces unies, appelées Congo, qui s'étend du San Salvador à Brazzaville, en passant par Léopoldville, et où nous sommes remontés les temps, où nous avons remonté les temps dans les secrets des villages à la recherche des mythes. Nous avons gardé certains chants dans la langue originelle, traduits naturellement en français. L'âme des choses, des plantes, des eaux, des feux et des vents cherche à s'unir à l'âme des hommes. Dégagés du matérialisme étroit qui pourrait les paralyser, la science et l'enseignement nous font découvrir ici les pouvoirs occultes des êtres. Les temps nouveaux qui émergent de ces rimes du vieux Congo ne nous présentent pas un univers différent. Avec ces mythes, c'est bien une partie de notre enfance qui réapparaît. Message introductif de Georges Mavuba Sokate.
Notre première histoire de ce dimanche est l'histoire du léopard et du lièvre. Il était une fois, dans un village, le léopard et son oncle le lièvre. Ils étaient commerçants. Ils vendaient ensemble du tabac, des vêtements, des noix de cola, des couteaux, des saguets, des bijoux, des talismans, des onguents, des colliers. Un jour, le léopard dit au lièvre qui était venu les chercher pour qu'ils aillent ensemble sur la place du marché. Écoute, oncle, écoute mon oncle, je suis très équipé ce matin. Je te suivrai plus tard. Procède, je te rejoins plus tard. Le lièvre partit donc seul au marché. Le léopard abandonnant soudain ses prétendues occupations, s'est rendu aussitôt chez le lièvre où il trouva les femmes de son oncle en train de piler les maïs. « Bonjour mes chères tantes, leur dit-il. Excusez-moi de vous déranger. Regardez vous-même comment j'entre chez vous tout en allaitant. Je viens de la part de mon oncle. C'est lui qui m'envoie. Il m'envoie chercher les enfants. Il s'est brusquement rappelé, sur les chemins du marché, qu'il avait des enfants à inscrire à l'école du village où nous vendons nos objets. L'oncle, vous savez, c'est quelqu'un qui voit très loin, très très loin même. Et je me dis, cet homme-là a divisé très ambitieux sur ses petits. Surtout par rapport au monde tel qu'il sera demain. Aïe, 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 aïe. L'oncle a de ses idées. Voilà pourquoi je suis venu ici en courant. Apprêtez donc les enfants, s'il vous plaît, pour que je puisse les amener. Ils rirent tous ensemble, puis sans mettre de doute les propos du neveu et de leur mari. Les femmes du lièvre lui confient les enfants. Le léopard mit ses 4 cousins dans un sac. Puis tranquillement, il rejoignit son oncle à la taverne du village. Il savait qu'il les trouverait là encore, car ils avaient l'habitude d'y faire une halte pour manger un bouillon de viande et boire une de ces liqueurs fortes qui vous revigorent le matin. Le lièvre, tout guerrier, voit entrer le léopard, les bras lourdement chargés. Il est un peu surpris. Il se frotte les yeux, les écarquille et s'exclame « Tiens mon neveu, tu as des gros sacs aujourd'hui. » « Et quoi mon oncle? Cela ne devait pas te surprendre. Nous avons fait un bel stock ces jours-ci, un stock vraiment important. Il faut s'en débarrasser avant de renouveler une autre quantité de marchandises. N'ai-je pas raison mon oncle? » Si, neveu, bon, ne perdons pas de temps à nous disputer pour rien. Je voulais juste te taquiner un peu, mais sans grande méchanceté. Allez, assieds-toi et demande à boire et à manger. C'est moi qui paye. Bois avec moi, mon neveu. Ils ont alors mangé, bu, trinqué. Et puis ils ont bu de nouveau, et encore de nouveau. Les lièvres achetant encore et encore à son neveu beaucoup de calebasses de vin de palme. Le léopard, content d'avoir fait une mauvaise farce à son oncle, but jusqu'à être ivre. Il ne pouvait plus tenir sur ses jambes. Le lièvre demanda une natte au tavernier pour le coucher afin qu'il se repose. Ensuite, il se retira dans un coin et ouvrit le sac du léopard. Il en demeura pantois. L'un des sacs contenait 4 enfants et c'étaient ses propres enfants. Je pense qu'avec tout l'alcool qu'il a bu, là, il ne va pas se réveiller aussitôt. Je connais la puissance de ces vins de palme que nous prenons ici. Un bon vin de palme fort pour les hommes. J'ai le temps de ramener mes enfants à la maison et de revenir. Je les trouverai encore endormis. Et mes enfants, que Dieu les protège. Ils ont la vie sauve. Mais pour ceux qui regardent mes femmes, elles vont m'entendre ce soir. Derrière mon dos, elles ont été complices du crime de ces salauds. Ah, les femmes. On ne saurait
leur faire confiance. Dormir avec une femme, c'est dormir dans les bras d'un sorcier, disaient nos ancêtres. Et les bras d'un sorcier, ce sont les bras des pitons. Voilà ce qu'elles sont, les femmes. Il prit les sacs et rentra rapidement chez lui. Dès son arrivée, il s'est mis à honnir ces femmes d'une voix tonitruante et coléreuse. « Idiote! Qui vous a vu de confier mes enfants au léopard? Je suis prêt à vous répudier et à me faire rembourser mes dots. Vous êtes des sorcières. Vous dormez avec moi, mais vous n'avez pas eu le temps de me manger. Et maintenant, vous voulez vous associer avec mon neveu pour me nuire. Vous ne m'aurez pas. Je vous le dis, je vous le dis, je vous le préviens. Je viens de faire échec à votre machination. Nous ne sommes unis que par les mariages. Nous n'avons pas de lien de sang. Vous ne pourrez donc jamais me manger. D'ailleurs, pourquoi perdre ma salive ce matin? Je viendrai vous corriger ce soir avant de vous renvoyer chez vos parents. Nous n'y sommes pour rien. Nous n'y sommes pour rien, dirent les femmes d'un ton suppliant. Ton neveu s'est présenté à nous comme mandaté par toi pour venir chercher les enfants afin que tu les inscrives à l'école de la place du marché. Ton neveu quand même, ce n'est pas n'importe qui. C'est ta famille directe. C'est ton héritier. Comment pouvions-nous mettre en doute sa parole? En avions-nous les droits, nous pauvres femmes que tu as épousées avec ton argent et qu'il récupérerait lui demain en guise d'héritage si tu venais à mourir? Bande de naïves. Que me dites-vous là? Cela montre que vous ne me connaissez pas encore en dépit de ces nombreuses années que nous avons passées ensemble. Je ne fais pas de palabres avec vous ce matin. Entendez-moi ce soir à mon retour. Le lièvre courut à son tour chez les femmes du léopard. Mesdames, mes chères nièces, permettez que j'interrompe votre travail. Comment vous allez? Il n'y a plus de temps à perdre. Je puis vous assurer que mon neveu a pris contact avec le directeur de l'école du village où nous allons vendre nos marchandises au grand marché. Et il m'envoie chercher ses enfants car le directeur de l'école a accepté de les inscrire dans son établissement. Mon neveu nous attend quelque part à mi-chemin dans une taverne où nous avons fait la connaissance de cet instituteur. Je les ai d'ailleurs laissés là-bas en train de négocier autour d'une calebasse de vin de palme. Le problème est si sérieux qu'il a préféré me déléguer moi, son oncle. Dépêchez-vous femmes, s'il vous plaît. Habillez les enfants et qu'on s'en aille. Il enferma les 4 enfants du léopard dans le sac et rejoignit son neveu à la taverne où il l'avait laissé. Le léopard dormait toujours. Le lièvre, après avoir soigneusement placé les sacs qu'il avait rapportés, réveilla le léopard car le soleil était déjà haut dans le ciel. Au marché, le léopard vendit en vrac. Il ne voulait pas ouvrir ses sacs. Le lièvre exposa ses marchandises et les vendit au détail comme à l'accoutumée. Le léopard était très content et très satisfait de sa vente. Se frottant les mains, il demanda à son oncle. Maintenant que nous avons bien vendu nos marchandises là, que voudrais-tu que nous achetions comme souvenir, oncle? Le lièvre lui répondit. Neveu, tu es jeune, je le sais. Mais un jeune peut aussi faire une proposition intéressante à un vieux. J'accepterai tout ce que tu proposeras sans problème. Puisqu'il en est ainsi, oncle, je voudrais que nous achetions des instruments de musique pour fêter la bonne affaire que nous avions faite aujourd'hui, car cela n'arrive pas si souvent. Pas de problème, renchérit le lièvre. Le léopard acheta un monocorde. Cet instrument a une corde tendue sur une caisse de résonance. Et le lièvre s'offrit un instrument de musique particulier à 49 cordes. Une sorte de théorbe. Un instrument de musique antique vraiment extraordinaire qu'on ne trouve plus de nos jours. Sur le chemin du retour, les propriétaires d'une taverne, les voyant avec leurs instruments de musique en bandoulière, leur demanda de se produire. Le léopard obtint de son oncle la permission de jouer les premiers. Très content d'avoir fait fortune sur la tête de son oncle, le léopard chanta et répéta un refrain unique au rythme de son instrument de musique monocorde.
Njungangu zingele mumaza. Ngiungangu zingele mumaza. Ngiou la rise est tombée à l'eau. Ngiou la rise est tombée dans l'eau, chantait-il. Les lièvres montant son tour sur la scène et chanta. Vana toi di la wiki, vana toi di la wiki, vasalanka tungangu, yaya ekingelengele, ngu yaya, waouh. À l'endroit où nous avons bien mangé, c'est là qu'est restée Maryse. De retour à la maison, je verserai encore des larmes sur la tombe de ma mère, disait la chanson. Les patrons, très contents du spectacle présenté par les deux artistes, offraient une poule au léopard et un cabri au lièvre. Dans un autre village, on leur demanda aussi de jouer. Le léopard regarda les lièvres comme pour lui demander implicitement qui doit commencer. Oncle, le lièvre comprit son regard interrogateur et dit: « Mon petit, vas-y, ne te gêne pas, passe les premiers. Comme je te l'avais déjà permis au premier concert. » Et le léopard, grattant fièrement son monocorde, chanta sa mélodie monotone de 4 tonnes, disant: Njunganzu zinzele mumaza, Njunganzu zingele kumaza, disant: Njunganzu ngangu zingele mumaza. Pour dire, Maryse est tombée dans l'eau. Les lièvres à son tour répondirent: Vana toi dila wiki, vasala nkuta ngangu, yaya eki ngelengele, ngu yaya wau, e ngu yaya elanda kingelengele. Vana toi dila wiki, vana toi dila di wiki, vasala nkatungangu, yaya eki ngelengele, ngu yaya wau, e ngu yaya elanda kingelengele. Disant: à l'endroit où nous avons bien mangé, c'est là qu'est resté Maryse. De retour à la maison, je verserai encore des larmes sur la tombe de ma mère que je suivrai. Les lièvres fit trembler la taverne et tous les villages. Il fut très applaudi, bisé, chantant pour la 2e fois, debout sur les tables, devant un public qu'il n'eut aucune difficulté à conquérir. Au 3e village, ils firent la même chose. Le lièvre souleva la foule et fit très applaudi. Pourtant, son instrument ne produisait pas d'accords difficiles, bien que possédant 49 cordes. Mais à chaque fois qu'il montait sur scène pour chanter, c'était un triomphe. C'était peut-être sa voix, une voix charmeuse, séduisant tous ceux et toutes celles qui l'écoutaient. Sa chanson touchait le cœur des hommes et des femmes qui applaudissaient. Par les magnifiques sons de son instrument de musique à 49 cordes et sa belle voix, le lièvre rappelait au public qui l'écoutait que le monde avait été créé par la musique et les verbes, et que nous devons toujours revitaliser ce monde par la musique et les verbes. Il récit en récompense une belle jeune fille dont il ferait certainement sa femme. Le léopard récit un jeune cabri. Au 4e village, où ils chantèrent, les lièvres récit une grosse chèvre et le léopard un petit chien. Puis ils rentrèrent chez eux, bien fatigués. Les enfants du lièvre coururent accueillir leur père. Ils l'aidèrent même à porter certains fardeaux. Aucun des enfants du léopard ne courut à sa rencontre à l'entrée du village. « Tiens, qu'est-ce que c'est ?» s'interrogea-t-il, vraiment étonné. « Comment ça? Tes enfants que j'ai vendus il y a quelques heures au marché, comment sont-ils revenus? Comment c'est là? Ce n'est pas possible, ce n'est pas vrai, enfin. Je ne comprends pas. »
Je ne comprends plus rien. Et mes enfants, où sont-ils? Sont-ils devenus des sauvageons au point d'oublier qu'ils ont le devoir de courir à la rencontre de leur père lorsqu'ils rentrent du travail? Ça, je les avais appris au moins. Ils le savent. Comment même ces petits sauvages de lièvres habitués à marcher pieds nus dans la boue et les mares peuvent-ils soudain nous apprendre la politesse? Ils vont voir ça, mes enfants. Je ne leur donnerai pas les cadeaux que je leur ai apportés. Il rentra chez lui, trébucha et faillit s'affaler de tout son long, lorsque ses femmes lui répondirent qu'à sa demande, ses 4 enfants l'avaient rejoint accompagnés de son oncle les lièvres pour leur inscription à l'école du marché. Dieu de mes ancêtres! Oh, ma mère! Quel malheur! Esprit des aïeux, où étiez-vous? Ce sont donc mes enfants que j'ai vendus. Oh, Dieu Tout-Puissant! Et vous, mes femmes, que je chéris tous les jours, vous n'avez été que des naïfs. Il régit de colère, bondit sur ses épouses et les battit sévèrement tout en se lamentant. Comment vous, femmes de mon village, ne pouvez-vous pas m'écouter, me comprendre, hein? Comme si vous étiez des étrangères, des femmes d'une autre tribu, d'une autre ethnie. Je parle, vous ne m'écoutez pas. C'est ce que vous ont appris vos mères, hein? Voilà bande de... Oh, je ne peux pas dire de gros mots. Vous êtes incapable de discerner entre les vrais messagers que j'envoie auprès de vous et les faux. Les trompeurs, les menteurs. Parce que vous êtes têtus. Vous ne voulez jamais m'écouter. Aujourd'hui, je vais vous répudier toutes et me faire rembourser mes dots. Après leur avoir infligé une bonne volée, il prit ses saguets et se lança à la poursuite des lièvres, furieux et prêt à se venger. Les lièvres, flairant le danger, s'enfuient. Le léopard les pourchassa dans toute la brousse, mais très vite il perdit sa trace. Sur le chemin de retour, fatigué, triste et fâché, il rencontra une jolie femme à la démarche chaloupée. Son visage soudain s'illumina. Il sourit, se lécha les lèvres et dit à la belle femme: « Oh, charmante créature, tu m'as rendu le sourire que j'avais perdu. Et comme un baume, tu me calmes, moi qui étais si crispé, si tendu. Il y a quelques instants, quand j'ai pourchassé mon maudit oncle les lièvres qui m'a fait une mauvaise face. Je l'aurais tué si je l'avais attrapé dans mes griffes. Oh, créature sublime! Grâce à toi, je peux oublier ces malheureux incidents. Et à partir de cet instant, je vais faire de toi mon épouse. Je les vois, je les sens. Tu n'es pas de notre village, ni de notre contrée. Je t'aurais déjà vu ou croisé sur mon chemin si tu étais de chez nous. Tu dois venir de la lune. Quelle beauté foudroyante! Je vais t'avoir pour moi tout seul, belle nibile au sein ferme. Je vais mordre dans tes seins comme les enfants de chez nous mordent dans les mangues, mi-mûres, mi-vertes. Tu es belle, tu es un cadeau de mes aïeux, un don de manne pour me consoler mes afflictions. Toi seul, tu remplaceras la bande d'idiotes que j'ai pour femme à la maison. Oh, toi, prince généreux, qui me fait l'honneur d'être la maîtresse et la régente de ta maison. Je te loue pour ta bonté du cœur. Je t'en sais gré. J'accepte donc de venir et de devenir ta femme. Cependant, je dois t'avouer que... Ben quoi? Je suis très sensuel et très sensible aux caresses. Ne penses-tu pas que tes ongles trop longs risquent de m'écorcher quand tu me caresseras? Cela ne te gênera-t-il pas de les couper un peu? Oh, ce n'est que ça. Ta voix n'est-elle pas la voix de mon cœur? Puisque c'est mon cœur qui me le dicte, mes mains ne tarderont pas à saisir l'âme pour exaucer ton vœu. Merci chérie, merci, mais il y a tes poils. Oui, tes poils, loin de me chatouiller agréablement, vont plutôt me piquer quand tu m'éteindras dans mes bras. Tu vois, j'aimerais des douleurs tandis que toi, tu croiras que c'est du plaisir. C'est pourquoi je te supplie de les couper, s'il te plaît. Ah, ma douce, maintenant que je suis amoureux et totalement tombé sous ton charme, que veux-tu que je fasse d'autre?
sinon me laisser apprivoiser, dompter, moi répéter l'indomptable. Pour ton plaisir, je vais couper tout mon poil. Mon chéri, merci beaucoup. C'est si merveilleux que nous puissions déjà nous comprendre si bien tout au début de notre amour. Oh mon mari, je sens une longueur m'envahir. Mais toi, pourquoi ton regard n'est-il pas langoureux? Tiens, tes yeux sont trop brillants. Ils me feront peur la nuit et m'empêcheront de me laisser aimer et d'éprouver tous les plaisirs que nous aurons ensemble. Alors enlève-le de leurs orbites, s'il te plaît, Doudou. Et comme les yeux qui aiment ne voient pas, le léopard obéit. Il coupa ses ongles, rasa ses poils et n'hésita même pas à se crever les yeux. Il ne pouvait plus rentrer au village. Alors la belle et mystérieuse femme se servait de son propre couteau pour le tuer. Les soirs, les femmes de léopard vinrent demander au lièvre s'ils avaient vu son neveu. Il répondit qu'il ne l'avait plus revu depuis leur retour du marché. Pourtant, il nous a bien dit qu'il venait ici pour te corriger toi aussi, parce que tu lui aurais joué un sale tour. Moi, lui jouer un sale tour. Quel mal lui ai-je fait? Si c'est pour ses enfants, ce n'est pas moi. Je ne suis pour rien. C'est lui qui m'a chargé de venir chercher ses enfants pour qu'ils les inscrivent à l'école de la place du marché. Je ne savais pas qu'il avait l'intention de faire ce qu'il a fait de ses enfants. Comment pouvais-je le deviner, mes chères nièces? Je ne suis pas Dieu. Si je le savais, croyez-moi, je ne l'aurais pas permis. Non, non, non. Je n'aurais pas laissé partir de la sorte mes petits-neveux. Du reste, les grands perdants dans tout ça, c'est moi. C'est moi qui perds des êtres précieux qui demain seraient venus porter mon cercueil et verser des grosses larmes sur ma tombe. Je ne puis vraiment pas vous dire où mon neveu est allé. Ah, ces petits-là, je lui ai toujours conseillé d'éviter les mauvaises fréquentations, mais il ne m'écoute jamais. Par exemple, son absence commence à nous inquiéter. Que puis-je vous dire? Je ne sais pas s'il est encore sorti ce soir. S'il ne rentre pas d'ici demain, revenez me le dire et nous irons le chercher à travers toute la contrée. Peut-être s'est-il laissé séduire par une des nombreuses courtisanes qui, comme tous les pays, on ne sait jamais avec qui. Surtout qu'il aime beaucoup les femmes. Je crois que vous connaissez bien votre mari. Nous ferons demain. Pour l'instant, allez dormir de cœur tranquille, buvez de l'eau fraîche et dormez bien. Le lièvre qui s'était métamorphosé en une belle et mystérieuse jeune femme savait qu'il n'irait jamais chercher le léopard. On ne parla plus jamais du léopard. On ne parlerait plus de ce neveu qui, parce qu'il était plus grand et plus fort, voulait paraître plus rusé que son oncle. Ceci était donc notre première histoire en ce dimanche. Et aujourd'hui, nous ne parlons vraiment pas des aventures mystérieuses, mais nous sommes dans la série des aventures mystérieuses. Nous sommes dans les contes du royaume Congo. Nous allons continuer une petite détente musicale pour continuer avec notre deuxième histoire qui est le lac des Bêtises.
Le lac des Béthilles. Il était une fois dans un village une jeune mère. Le bébé qu'elle venait de mettre au monde n'avait à peine qu'un mois. C'était pendant la saison sèche. La sécheresse était très dure cette année-là. La terre était si aride qu'elle n'avait plus rien à offrir. On s'était rié sur les quelques maigres tubercules qu'on avait refusés autrefois. Et maintenant, il fallait faire face à la famine. Certaines femmes, de temps en temps, ramenaient du poisson, du menu fretin, mais qu'on ne pouvait plus négliger. Elle en donnait un peu à la jeune mère. Mais elle finit par avoir du dégoût pour ses rôles de mendiante. Alors, elle s'éleva un jour pour suivre ses commères à la pêche après que son homme eut pris les chemins de la forêt. À son retour, en début d'après-midi, l'homme ne trouva personne à la maison. Des voisines lui apprirent que sa femme était allée pêcher avec d'autres femmes à la rivière. « Allez pêcher !» s'interrogea-t-il. « Avec mon enfant qui est encore si fragile !» Quand la jeune mère rentra le soir, son mari la somme de ne plus aller pêcher avec son enfant encore si jeune. « C'est la saison sèche, » exposé un courant d'air frais, l'enfant risque une pneumonie. Et si tu ne le sais pas, une pneumonie sévère risque d'entraîner la mort. Mon mari, je suis allé à la pêche parce que nous n'avons pratiquement plus rien à manger à la maison. Regarde, la terre avare n'arrive plus à nous nourrir convenablement. Il ne nous reste plus que la rivière. Si elle aussi demain s'est tarie, ne mourrons-nous pas de faim? C'est pour cela que je suis allé chercher ces quelques petits poissons pour la friture. Non, 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 non. Il n'est pas question que tu ailles attraper des poissons à la rivière pour nourrir notre famille. Nous n'allons pas mourir de faim, comme tu peux les penser. De toute façon, nous avons encore dans nos réserves des petits pois, des haricots, des champignons sèches, des gourges et beaucoup d'autres choses. Tout ça, c'est comestible, non? Pourquoi donc aller prendre tant de risques dans l'eau? Non, 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 non. Je ne veux pas que tu ailles à la pêche avec mon enfant. Un autre jour, la jeune femme reprit les chemins de la pêche avec ses compagnes, faisant fi des interdictions de son mari. L'homme blâma de nouveau sa femme, comme il avait fait la fois précédente lorsqu'elle rentra. Mais les femmes, vous savez, s'ostinent parfois à suivre la voie qu'elles ont choisie et qu'elles jugent bonne. Surtout qu'elles devaient se dire, ces poissons profitent à tous. Lui, il parle, mais il ne refuse jamais de manger ces poissons quand je le lui offre. Sa bouche ne les rejette jamais. C'est pour ça c'est comme ça qu'ils sont les hommes. Ils aiment toujours avoir les derniers mots pour montrer qu'ils sont et qui commandent. Alors, malgré les conseils de son mari, la jeune femme alla pêcher une fois de plus avec ses commères. Elle connaissait beaucoup de cours d'eau, ces femmes-là. Tout ce qui la comptait comptait des temps, des lacs et des tondus d'eau. Elle en avait la carte dans la tête. Elle savait où se situaient les cours d'eau les plus poissonneux. Et cette fois, l'une d'elles suggéra qu'elles aillent du côté de Mbala, découvrir un étang très poissonné et non encore exploité. Le travail consistait comme toujours à écoper à la calebasse ou au canari une partie du bassin préalablement clôturé par un mur de terre et de pierres. La jeune mère avait posé son enfant sur la berge pour avoir des mains libres et agiles au travail.
Elle dit interrompre un instant son travail pour venir chercher les bébés qu'il plairait sur la berge et les porter à califourchon sur son dos. Puis elle s'est remise à écoper, s'efforçant d'être aussi rapide que ses compagnes. L'enfant, secoué sur le dos de sa mère par les mouvements qui lui imposaient le travail, tomba dans l'eau. La jeune mère et ses amis rapidement essayèrent de rattraper l'enfant qui se débattait. En vain, l'enfant descendit comme un caillou au fond de l'eau. Retrouveront-ils ses corps? Peut-être retrouveront-ils les cadavres quand ils auront fini de vider cette petite partie de l'étang, pensèrent-ils. L'étang fut vidé. Elles attrapèrent beaucoup de poissons, mais ils ne trouvèrent pas de corps de l'enfant. La belle prise du jour les répugna. Surtout à la jeune mère. Les compagnes se refusèrent même à partager la pêche sur le lieu du drame. Cela leur faisait horreur. Elles n'iraient plus dire à celles qui étaient restées au village: venez voir notre prise, venez voir notre prise. Ce soir-là, ils rentrèrent au village, l'air triste, les regards baissés. La jeune mère, si enthousiaste, était en proie au désespoir. Elle qui hier osé défier son mari, quand elle aperçut sa case, sa poitrine s'enfla et elle sanglota. Son mari alerté courut au devant d'elle inquiet. Qu'a-t-il? Qu'est-il? Où est notre enfant? Où est notre enfant? Réponds-moi donc. Femme, réponds-moi. La femme leva la tête pour affronter les regards durs de son mari. Que faire? Elle n'avait pas le choix. Il fallait tout lui avouer. Notre enfant est tombé dans l'eau dans le temps où nous sommes allés pêcher aujourd'hui. Quoi? Je n'ai pas entendu, répète. De sa voix étranglée par des sanglots, la femme reprit à bégayant. Notre enfant est tombé dans l'eau dans le temps où nous sommes allés pêcher aujourd'hui. Voilà, je t'avais averti. Ne va pas pêcher avec mon enfant. Tu ne m'as pas écouté. Maintenant, bien, tu iras chercher mon enfant. Dans l'espoir d'amener l'homme à pardonner à sa femme, les commères vinrent plaider la cause de leur compagne. Elles présentèrent une version de l'accident pour que la femme puisse bénéficier des circonstances atténuantes, même si elle était la seule à avoir porté son enfant sur le dos tandis qu'elles avaient couché les leurs sur la berge. Le lendemain matin, la jeune mère est partie seule, les commères ayant refusé de l'accompagner à l'étang pour tenter de retrouver le corps de son enfant. Elle fit des barrages autour de la partie à vider et se mit au travail en chantant. Kizidi ngizi ko kalunga, mwana me ngizidi kalunga, ngizidi lu vioka kalunga. Kizidi mbizi ko kalunga, mwana me ngizidi kalunga, mbizi lu vioka kalunga. Mais voici, je ne suis pas venu pour des poissons. Mais voici, je suis venu chercher mon nourrisson et passer poisson. Pourtant, elle ne manquait pas d'attraper un ou deux poissons qui passaient. Les bassins ne se séchaient pas. Elle rentra au village dessus et triste car elle savait que son mari hurlerait et la battrait. Les jours suivants, elle reprit le chemin de l'étang très tôt le matin. À peine s'était-elle mise à écoper les bassins qu'elle entendit du fond de l'eau une voix donner une réponse à son champ de travail. Malele wenda bonga mwana, kuna yanga yankati enkiamu zolele. Siku zolele mwana ko malele. Disant, malele wenda bonga mwana, kuna yanga diantadi, ekikiangu zolele, siku zolele mwana kumalele. Malele, va chercher ton enfant au lac des bêtises.
Car que veux-tu? Ne veux-tu pas retrouver ton enfant Malele? Prise de panique, Malele, qui avait été nommée par le génie des eaux, arrêta le travail, rentra chez elle en toute hâte et raconta à son mari tout ce qu'elle avait entendu à l'étang. Ce n'est pas vrai, dit l'homme incrédule. Ce sont des histoires de pauvres femmes. As-tu déjà entendu chanter sous l'eau? Alors, le lendemain, de l'aube, Malele accompagné de son mari, trempa ses pieds dans l'herbe humide de l'eau rosée sur les sentiers de l'étang. L'homme posté derrière un buisson suivait d'un œil attentif le travail de sa femme, l'oreille bercée par le clapotement des pieds de Malele dans la vase. Tout à coup, il sursauta en entendant les refrains du génie de l'eau dominer la voix de sa conjointe et les clapotis de l'eau dans la calebasse qui servait à l'écoper, répétant encore la même chose. Et Malele wenda bonga mwana, kuna yanga diantadi, enkiamu zolele, siku zolele mwana ko Malele. Et Malele, va chercher ton enfant au lac des Bétilles. Car que veux-tu? Ne veux-tu pas retrouver ton enfant Malele? Les deux époux se regardèrent, puis d'un signe de tête, décidèrent de rentrer au village, et ils demandèrent aux anciens où se trouvait le lac des Bétilles. De toutes les personnes consultées, seule une très vieille femme, considérée comme la griotte du village, puis leur indiquer l'emplacement du lac. Mes petits enfants, le lac des Bétilles, du moins celui que je connais, est très loin, très loin. Il se situe dans une forêt qu'on ne fréquente plus de nos jours, tellement elle est dangereuse. Les premiers qui s'y sont aventurés ne sont jamais revenus. Les gens alors préfèrent abandonner cette forêt. Personne ne veut plus prendre le risque de se rendre au lac des Bétilles. Plus personne. Pourquoi les génies de l'étang dans lequel est tombé votre enfant l'ont-ils amené si loin dans le lac des Bétilles, aux eaux miriantes? Non. Un lieu que les humains ne fréquentent plus de nos jours. Je vous conseille d'aller consulter les devins du village, là-haut sur les coteaux. Lui, il vous aidera peut-être à retrouver le corps de votre enfant ou à en savoir un peu plus sur ce qui est réellement arrivé à votre enfant. Le lendemain matin, chez les devins, l'homme prit la parole les premiers pour présenter la raison de leur visite. Père, ma femme et moi, nous sommes venus chez vous pour savoir ce qui est arrivé à notre enfant. Il est tombé dans l'eau d'un étang où pêchait mon épouse. 3 jours plus tard, lorsque nous sommes retournés à l'étang pour essayer de retrouver le corps de notre enfant, nous avons entendu du fond de l'eau une voix nous dire d'aller le chercher au lac des Bétilles. Où est-il ce fameux lac des Bétilles? Et de quoi s'agit-il exactement, père? L'augur se concentra un instant, assis la tête baissée, regardant fixement dans une cuvette de cuivre massive, un miroir d'eau, puis il s'est mis à parler. Mes enfants, je vois ici une vieille femme. Oui, je vois bien une vieille femme. Une femme très vieille, morte depuis très longtemps, et qui s'est transformée en esprit des eaux. C'est elle. C'est elle qui a arraché l'enfant du dos de sa mère. Cette vieille femme habite les Yanga Diantadi. Elle était venue rendre visite à une amie à l'étang ces jours-là. Depuis très longtemps déjà, cette vieille femme solitaire brûlait d'envie d'adopter un enfant. L'occasion faisant les larrons, elle a bondi sur votre joli bébé. Les voici, je les vois. Mon miroir les reflète. Non, il n'est pas mort. Il est encore en vie. Il est même cloché, choyé et jalousement gardé par la vieille femme. Alors, comment aller les reprendre là-bas? Puisqu'une voix vous demande d'agir dans ce sens-là. Mais ceci ne va pas être aussi simple. Même si votre enfant est encore en vie, aujourd'hui et vous ne
le lui prendre si facilement. Alors comment faire? Voici quand tu iras chercher ton enfant, toi jeune femme ou toi jeune femme, tu te vêtiras de héron comme un diable. Ou bien tu mettras une petite jupe de raffia. Tu toindras la figure de poudre rouge et de poudre blanche. À tes poignets, à tes chevilles, tu attacheras des clochettes pour produire beaucoup de bruit sur ton passage et effrayer les esprits de la forêt. Comme le lieu n'a plus été fréquenté depuis des dizaines d'années, les mauvais esprits de cette forêt, surpris, croiront qu'une guerre leur est menée par des puissances fortes ennemies. Gagnés par la panique, ils s'enfuiront et ils te laisseront passer. Mais quand tu auras repris ton enfant, tu reviendras très vite au village sans te retourner car tu auras à tes trousses la maître acharnée de ces diables. Le retour à la maison ne fit pas sans dispute. Qui irait chercher l'enfant au lac des Béthilles? L'homme, puisque c'est lui le plus fort. C'est lui qui incarne le courage et la bravoure. C'est ce qui semblait dire les regards suppliants de Malele. Son mari les comprit et soudain tornitria, comme si sa femme le lui avait demandé. Non, jamais je ne m'aventurerai dans un endroit aussi dangereux, aussi épouvantable. Tu l'as bien entendu de tes propres oreilles. Tout le monde s'accorde à nous dire que c'est les refuges des esprits les plus méchants de la contrée. Et toi, tu voudrais que j'y aille risquer ma vie pour une faute que tu as commise toi? Non, 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 non. C'est ton obstination qui est à l'origine de ces malheurs. C'est toi qui iras. Moi, je reste à la maison et attends le retour de mon enfant. Ça ne fait rien. J'irai. J'irai seul, dit Malele. S'il faut que je meure là-bas pour l'enfant que j'ai laissé tomber, je vais y mourir. Je m'en remets au Dieu tout-puissant et miséricordieux. Lui seul sait si je vais revenir ou non. Le lendemain, clochette au poignet et aux chevilles, sonnaille attachée aux genoux, Malele pourtant une jupe de raffia et des lianes croisées sur sa poitrine nue, comme le lui avait recommandé les maîtres de la parole, s'est mis en route pour le lac de Béthilles. Dès que Malele entra dans la forêt, les animaux détalèrent, effrayés par les bruits insolites et bizarres des clochettes qui tintaient sur son passage. Le léopard, l'animal le plus féroce, c'est lui-là même qui ne tolère qu'aucun homme ne vienne troubler la paix et la tranquillité des êtres de cette forêt, prit père et s'enfuit, même lui. Malele marchait. Elle traversa toute la foutaille en chantonnant. Bientôt, elle atteignit les lacs. Elle trouva son bébé souriant et bien portant, couché au bord de l'eau comme s'il prenait un bain de soleil. Elle se mouilla les pieds dans l'eau du lac des Béthilles, saisit son enfant et prit le chemin du retour du village, poursuivie par les diables dont elle n'entendait que les pas. Alors, elle courait. Elle courait et dans sa course effrénée, sa jupe de raffia flottait au vent, laissant voir ses belles fesses rondes et ses jolies jambes nues élancées et bien faites. Elle courut sans se retourner jusqu'au village où elle arriva épuisée et s'affala sur le sol, les bébés dans ses bras. Elle s'endormit aussitôt. Plus tard, quand elle reprit connaissance, elle demanda « Où suis-je » ?»« Tu es chez toi, répondit l'homme debout à côté d'elle. « Oui, soupira-t-elle, je reviens de très loin.
Je reviens de la mort, j'ai vu la mort de mes yeux. Je rends grâce à mon Dieu de m'avoir accordé miséricorde et protection. J'étais vraiment dans un autre monde. Ils donnèrent à boire à l'enfant un peu d'une décoction de certaines herbes qui poussaient derrière les cases. Puis ils les lavèrent avec de l'eau du village pour qu'il oublie son séjour chez l'esprit de l'eau dans le lac des Béthil. Ainsi, Champagne, nous avons clôturé notre transmission d'aujourd'hui de ce dimanche et les aventures non mystérieuses, mais ce sont des aventures de l'histoire Congo, dont j'ai cité sort du récit du livre de Georges Mavuba Sokate, des titres du livre Ngandou le vieux pêcheur et l'enfant du fleuve. Je vous salue Champagne et vous donne un rendez-vous pour notre prochaine transmission le dimanche prochain. Pour ceux qui vous regardent, pour ceux qui nous regardent, nous donnons un rendez-vous pour samedi prochain pour notre émission Sirin les Zola. Bien Champagne, je vous salue et vous remercie d'avoir été présent et patient sur la radio de notre école initiatique, la radio Kimoto.